Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Svark. C'est bien prononcé? C'est parfait. Voilà, donc maître Catherine Svark, 55 ans, 2 enfants. Si je me trompe, hein, vous m'interrompez. Je ne sais pas si vous vous trompez. Ah, déjà. Bon, donc Montpellier-Rennes, actuellement, née à Paris, études à Toulouse, s'est installée à Montpellier comme avocate, cabinet secondaire à Paris. À la base, vous voulez être journaliste. Oui, c'est vrai. Participe actuellement à la cour d'assises spéciale de Paris au procès des tueries terroristes qui ont décimé notamment la rédaction de Charlie Hebdo, mais Montrouge et l'hypercachère du 7 au 9 janvier 2015. 15 avocats à la défense, 30 à 80 à la partie civile, suivant les jours. Exactement. Exerce depuis 91, spécialisé dans le droit des victimes. Donc, s'est fait connaître de façon nationale avec l'affaire du Mediator, où elle défendait 120 victimes, dont 80 à Montpellier. Oui. Voilà. Actuellement, donc, défend un chef d'entreprise, M. Wang, société, responsable, gérant d'une société de production de films, dont les bureaux jouxtaient Charlie, et qui s'est retrouvé face au Kouachi le jour des attentats. Voilà, et il s'en est pas remis. Exactement. Voilà. Depuis, il a perdu sa société et il fait une grosse déprime. On peut dire ça comme ça? Quadruple pontage, oui, on peut dire ça comme ça. Ok. Comment on explique que des gens comme Rhys aient rebondi, puis que d'autres se soient complètement affaissés? Parce que je pense qu'il y a une idéologie forte, un combat pour la liberté qui est porté par Rhys, et une volonté de ne pas se soumettre quelque part, et les autres, et pour les autres, très compliqué, très compliqué. Donc la résilience, pour certains, marche, et pour d'autres, c'est au contraire, on s'enfonce au fond du trou. On s'enfonce au fond du trou, j'espère momentanément. J'espère que les victimes... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint le fond de la piscine pour remonter, quoi. J'espère que ça va être le cas. Voilà. Catherine, donc, loisir écrit, donc journaliste, écrit des chroniques, sportive, course à pied, planche à voile, voyage, route de la soie. Oui, c'est pas des voyages. Qualité. C'est du sport, la route de la soie aussi. Vous l'avez fait à pied? En courant? Non. Oui. Vous l'avez fait en courant? Oui, c'est un ultramarathon, la route de la soie. On trouvait où? Bah là, j'avais fait ça en Inde. Chaque année, c'est... La route de la soie, c'est entre la Chine et la Turquie. Oui, mais en réalité, c'est une... Vous avez fait un petit tronçon? Marque. Ah, c'est une marque, d'accord, ah oui, une marque commerciale. C'est une marque d'ultramarathon. D'accord, ok. Ah, vous avez fait un ultramarathon? Ah, j'en ai fait plusieurs, oui. Le marathon des sables, la route de la soie. D'accord. Les 100 km de Millau, on peut dire que c'est un ultramarathon. Mais enfin, oui, ça oui. fait longtemps, hein, c'est plus d'actualité. Pourquoi c'est plus d'actualité? Parce que là, j'ai pas trop le temps. Faut retrouver le temps. Voilà. Qualité, travaille beaucoup, toujours à fond. Optimiste, épicurienne. Défaut, travaille trop. Et gourmande. C'est sûr. Donc nous allons revenir là sur la une du prochain numéro de La Glorieuse, le 904. Déjà 904 numéros. Je vous félicite. Merci. On arrive sur un sujet un peu délicat. Vigneron et pognon, faites sauter le bouchon. Voilà. Ensuite, donc c'est la folle histoire d'un mas là, qui est dans les environs de Montpellier, qui s'appelle le mas de Longue en Pic-Saint-Loup. Voilà. Ensuite, on revient sur le contournement ouest de Montpellier. Alors que les écolos déplorent l'environnement, la métropole leur répond financement. Est-ce qu'on peut s'entendre quand on parle environnement d'un côté et financement de l'autre? Je pense qu'il faut s'entendre, parce qu'il faut financer l'écologie. Voilà. Ah, mais ça, c'est... Bravo. Merci. Et ensuite, on revient sur la Macronie. Donc, vous voyez, la Macronie s'est scindée là, dernièrement. Donc,
un article Maison commune ou Tour de Babel. La Macronie, maintenant, c'est plein de petits partis. Ils sont tous partis, presque. Vous savez? Tour de Babel. Tour de Babel. Voilà, donc, Catherine Svark, soyez la bienvenue. Je vous remercie. Donc, on va commencer par l'actu. Il y a un nouveau bâtonnier qui a été élu. Était-ce votre choix? Oui. Pourquoi? Parce qu'un bâtonnier doit avoir une certaine envergure, une représentativité et aussi une sympathie, une empathie par rapport aux confrères, une capacité à porter la parole et à nous défendre quand c'est nécessaire. Vous avez voté pour lui? Oui. Mais l'autre, il avait aussi une envergure. Il est conseiller municipal, conseiller métropolitain. J'aime beaucoup l'autre aussi. Vous savez, on est quand même un barreau moyen. Et je Moyen, c'est pas ambitieux, ça. Bon, mais par rapport à... Par rapport à Paris, quoi. Mais par rapport à des gros barreaux, nous, on se connaît tous. D'accord. On se connaît tous et je pense que à certaines exceptions près, on s'apprécie vraiment. Vous appréciez tous? Moi, j'apprécie mes confrères. Oui. Vous appréciez tout le monde? Je pense à divers degrés, oui. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. Est-ce qu'on peut saisir la justice sur tous les sujets? Oui, oui. Oui, puisqu'il y en a un qui a porté plainte contre Dieu. Donc, saisir la justice sur tous les sujets, oui. Avoir une réponse et être recevable, ça c'est une autre chose. Mais vous pouvez toujours saisir la justice. Expliquez-moi pourquoi les arbres ne peuvent-ils pas saisir la justice dans le droit français? Les arbres, par l'intermédiaire d'associations, peuvent très bien saisir la justice, puisque c'est la justice qui va pour la protection des arbres, puisque ce sont les associations pour la protection des arbres qui vont éventuellement saisir la justice. Mais l'arbre est une chose, donc vous me dites, est-ce qu'on, dans le on, c'est pas la chose, c'est la personne. Parce que dans certaines juridictions, l'arbre peut saisir la justice. L'arbre, c'est un nom... C'est un nom propre, monsieur l'arbre? Non, c'est pas un nom propre. Alors, allez-y, expliquez-moi. Voilà, les arbres peuvent saisir la justice dans certaines juridictions étrangères. Alors... En qualité d'arbre. Écoutez... Vous ne saviez pas? Non, je ne le savais pas. Vous avez droit à un joker. Oui, mais pas plus. Je suis heureuse de l'apprendre. Voilà, donc on va revenir sur l'autre actu. Donc 4 blessés à l'arme blanche à côté des anciens locaux de Charlie. Devant. Qu'est-ce que vous avez ressenti là, au moment de l'interruption de séance? Vous pensiez que c'était un canular? Non. Non, parce que... À ce niveau-là, il n'y a pas de canular. D'abord, il n'y a pas de canular, et puis on s'attendait un peu à ce qu'il y ait quand même un attentat en marge du procès. En tout cas, on nous l'avait indiqué. Non, mais beaucoup de tristesse pour les victimes qui l'ont pris en pleine face. Une symbolique portée par ce nouvel acte encore dramatique. Et vraiment, j'ai été heureuse de la réaction de Jean Castex, notre Premier ministre, qui vraiment a bien réagi et a manifesté son soutien à la liberté d'expression, à l'expression de la liberté. Et vraiment, sans mais, entre guillemets, et ça m'a touchée. D'accord. Voilà. Donc un attentat difficile pour les victimes, un attentat difficile pour nous, et une réaction politique qui finalement était à la hauteur. Comment qualifiez-vous le procès des assassins de Charlie et de l'Hypercacher? Alors, on pourrait donner beaucoup de qualificatifs. Déjà, c'est un procès historique, on le sait, c'est filmé. C'est un procès difficile, c'est un procès douloureux, c'est un procès symbolique aussi. Et c'est un procès qui
qui s'attaque finalement à une expression du terrorisme islamiste, antisémite, qui finalement est complètement éclaté dans de nombreux maillons. De nombreux maillons qui, s'ils n'existent pas, ne rendent pas possible l'action terroriste. Et là, on est vraiment dans le sujet, puisque les 3 auteurs principaux, on va dire entre guillemets, sont morts lors des assauts et sont devant la cour d'assises, sont là les complices. Il y en a certains d'ailleurs qui sont en fuite, et d'autres personnes qui ont favorisé l'action terroriste, enfin qui sont accusées d'avoir favorisé l'action terroriste. N'oublions pas que, évidemment, tant qu'on n'est pas condamné, on est présumé innocent, mais aujourd'hui ils sont accusés de cela. Et ce ne sont pas des... Oui, Terminé la phrase. Ce ne sont pas des seconds couteaux comme je l'ai lu, ce sont des maillons de cette chaîne terroriste sans lesquels il ne peut pas y avoir d'actes terroristes. D'accord. Alors dans les années 70, le terrorisme était qualifié de bombe atomique des pauvres. C'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, comment vous le qualifiez, le terrorisme ? Déjà, pour moi, c'est une grande lâcheté, c'est une guerre en temps de paix, une espèce de guérilla qui peut nous tomber dessus à tout moment. C'est... Bombe atomique, non, puisque le djihad individuel est favorisé, donc ça peut être n'importe qui avec le moindre couteau, la moindre machette, un camion, une voiture, une bombe artisanale qui va sévir et qui va occasionner de nombreuses victimes et surtout la peur. Donc je sais pas, voilà les qualificatifs que je donnerais, mais j'ai pas une définition. Est-ce que la société a changé ? Vous parlez de peur. Vous parlez de la peur. Eh bien, est-ce que la société... Je ne pense pas que la société change. Parce qu'en réalité, l'action terroriste se déroule. Et puis pendant 6 mois, il n'y a plus rien. On est en temps de paix. Et on revit comme si de rien n'était. Je ne parle pas des victimes qui sont de toute façon brisées à vie. Et ensuite, il va y avoir à nouveau une action terroriste, et là, tout le monde est presque étonné, en colère, enragé. On prend des dispositions, il y a des rapports qui sont... on essaie de voir au niveau de la DGSI, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez bien fait votre travail, est-ce que la surveillance est au point. Et puis ensuite, le temps passe, on passe à autre chose. C'est comme un peu comme si on oubliait. Voilà. Et ensuite, il y a une autre action. L'histoire contemporaine est parfois faite de terroristes qui ont réussi. Est-ce qu'il y a une définition pour un bon terroriste ou un mauvais terroriste ? Pour moi, un terroriste, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est vrai, je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai pas envie d'associer avec du bon terrorisme avec ce qui se passe. C'est trop grave. C'est trop grave. J'ai pas envie d'accoler le mot bon au mot terrorisme. Quel est votre lien avec Charlie ? Je suis Charlie. Non, mais outre le Monsieur Wang. Eh ben, c'est vraiment les valeurs qu'il porte sont mes valeurs. Et lorsque c'est Monsieur Wang qui vous a appelé pour vous demander à une avocate montpelliéraine de venir vous le défendre ? Oui, enfin une avocate montpelliéraine. Merci, je vous remercie. Bon, enfin, non, mais ça me fait plaisir parce que j'aime parisienne, bien. Et parisienne. Oui, non, mais pour moi, le Montpellier est important. Moi, je suis du Sud. Je suis très Sud. Donc, c'est important pour moi, quelque part.
Oui, il a appelé une avocate, il s'avère que c'était moi. Il s'avère que je suis de Montpellier. Donc... Qu'est-ce qu'il fait? Il a ouvert l'annuaire et puis il s'est tombé sur vous? Comment est-ce que les... Vous lui avez pas posé la question? Non, non. Non. Faudrait poser la question. Oui, certainement, mais vous savez, je ne pose pas la question à tous mes clients de savoir comment et pourquoi. Souvent, les personnes regardent, je sais pas, peut-être Internet, se renseignent. C'est souvent le bouche à oreille. Et ça fait combien de temps qu'il y a ce lien avec Charlie, que vous êtes Charlie? Moi, j'ai toujours été Charlie. Et figurez-vous qu'il y a des années, Riss faisait le tour des cours d'assises en France. Et je plaidais à Montpellier. Et il y avait un hors-série. Et il a dessiné mon procès. Donc, je l'ai connu à cette occasion, il y a une vingtaine d'années, en fait. D'accord. Donc, vous assistez à toutes les audiences? Bien sûr. Depuis le début du procès? Donc, qui a commencé début septembre et qui va se terminer début novembre? C'est ça, du 2 septembre au 10 novembre. 50 jours. C'est pas trop long pour juger, en fait, aucun des assassins? Alors, aucun des assassins, à partir du moment où vous avez une complicité, la peine est la même. Hein. Donc, les personnes sont accusées d'être impliquées dans cette... Mais la personne qui a fourni la Kalachnikov est autant responsable que la personne qui a tiré avec la Kalachnikov. Il y a un degré quand même, non? On peut dire au niveau de la loi, la complicité est punie exactement avec les mêmes peines. Hein. Mais certes, quand vous appuyez sur une arme, sur la gâchette, c'est sûr que... C'est vrai qu'au niveau moral, on va dire, la responsabilité est énorme, même au niveau juridique. Mais sans la Kalachnikov, vous ne pouvez pas appuyer sur la gâchette. Et si vous fournissez la Kalachnikov à la personne pour qu'elle appuie sur la gâchette, ça dépend de qui appuie sur la gâchette. Vous voyez, vous pouvez être un exécutant, il peut y avoir la tête ailleurs. Donc la responsabilité, la plus grande responsabilité, c'est pas forcément celui qui a appuyé sur la gâchette. Ok. Il y a toujours des mentors, vous voyez. Qu'est-ce qui s'est passé de plus important là, depuis le début des audiences? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, le plus, c'est l'audition des victimes. L'audition des victimes. De quelles victimes? Eh bien, il y a eu, on va dire, il y a eu 3 catégories de victimes. Il y a eu les victimes qui sont sur le passage des Kouachi, qui sont soit décédées, soit atteintes physiquement, soit atteintes psychiquement. Ces victimes, elles étaient impressionnantes parce qu'elles ont toutes eu une peur terrible, il y a un malheur énorme et elles décrivent ce qu'elles ont vécu. Ensuite, il y a les victimes de Charlie à l'intérieur du journal, qui expliquaient le bonheur d'être dans ce journal, de participer aux réunions de rédaction, les échanges d'idées, l'humanisme, et qui venaient et qui sont soit décédés, soit... chaque fois, c'est un petit peu la même chose, hein, soit handicapés physiquement ou psychiquement, et qui sont venus à la barre pour exprimer leur humanisme, à nouveau. Et quand le président leur disait « Mais qu'est-ce que vous attendez de ce procès ?» Alors il disait « La justice, je voudrais que les responsabilités soient établies. Et ceux qui sont responsables, eh bien, que la justice fasse son œuvre. » Et on sentait à travers ça vraiment l'humanisme qui coule dans leurs veines et qui fait l'ADN de Charlie Hebdo. Et ensuite, une autre, je pourrais dire 4 catégories, parce qu'il y a aussi les policiers, qui sont des cibles
de véritables cibles, avec Clarissa Jean-Philippe qui est décédée. Et donc les policiers sont vraiment visés. Alors eux, ce que j'ai trouvé de très fort, c'est qu'on peut dire que ce sont des héros. Hein. Et il y a j'ai ressenti cette peur. Et ils sont brisés quand même. Ces personnes qui ont croisé les Kouachi, il y a la peur, il y a le fait qu'ils soient ensuite brisés, qu'ils aient du mal à porter à nouveau l'uniforme, qu'ils ne veuillent plus être à Paris, qui demandent leur mutation dans le sud parce qu'ils ont vraiment la conscience d'être des cibles. Ça, c'était aussi un moment très fort, de sentir cette peur quand il y a eu l'assaut pour Koulibaly, que une des victimes qui était otage dans l'hypercachère entend les gens du raid dire « Allez les gars, allez les gars !» Vraiment, ce sont des moments, pour moi, qui m'ont beaucoup impressionnée. Parce que la peur est là partout quand même. Et enfin, les victimes de l'hypercachère, très important, victimes de l'antisémitisme, qui sont mortes parce que juives, et avec toutes ces familles brisées, qu'elles aient été otages ou familles de décédés. Voilà, beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de malheurs. C'est tout ce malheur qui m'a beaucoup marqué, les paroles des victimes. J'ai été très impressionnée. Un héros aussi, un homme qui faisait partie du service de propreté de la ville, qui est appelé sur un accident de voiture quand Clarissa Jean-Philippe a été tuée, et il va rencontrer Koulibaly qui arrive avec sa Kalachnikov, et lui il pense, quand il voit la Kalachnikov, il voit, il y a un coup qui part, mais il voit une sorte d'arc-en-ciel, il comprend pas, il pousse, et puis il lui dit « mais attends, tu crois que c'est le moment ?» Avec ce qui s'est passé hier, on est le 8 janvier, le 7 il y a eu Charlie Hebdo, il croit que la personne plaisante, et puis il se retourne, il voit son binôme, la mâchoire en bas, à 30 cm au-dessous, pissant le sang. Et là, le voile noir, et là il s'est battu comme un lion, cet homme, comme un lion. Il a attrapé le canon, il s'est battu avec l'agresseur, avec M. Koulibaly. Et à un moment, il le regarde dans les yeux. Et l'autre, comme il était, il tombe à genoux. Et l'autre sort une autre arme. Et il assomme avec l'autre arme. Mais bon, il avait une haine, ce jeune agent, qui a fait que finalement, il a réussi à tenir le coup. Il a regardé Koulibaly dans les yeux. Et vous savez ce qu'il y a vu ? Eh bien, il y a vu une certaine joie, un bonheur dans les yeux de Koulibaly. C'est ce qu'il a raconté ? Oui. D'accord. Et j'ai été très impressionnée. Et ensuite, Koulibaly là en joue, et il tire pas, il s'en va en petite foulée. Bon, il s'avère que l'arme était enrayée. Autrement, il serait mort. Donc, vous avez interrogé Abdelaziz Abad, là, qui est accusé d'avoir fourni des armes aux frères Kouachi. Ce garçon a une vie un peu difficile, mère délaissée. La République a essayé un peu de le sauver, entre guillemets, mais bon, il n'y est pas arrivé. Est-ce que c'est un petit peu... est-ce que son cas, c'est un peu l'échec de ce qu'on peut faire au niveau de la République sur des jeunes qui partent en dérive alors qu'ils sont dans des situations déjà difficiles au niveau familial pour commencer dans la vie? Alors, quel est votre regard là-dessus? Mon regard, c'est que la réussite et le respect des valeurs de la République, c'est aussi une question de volonté personnelle. Il n'y a pas que l'échec, c'est la volonté personnelle. On ne peut pas parler que de responsabilité de l'État. Et je voudrais vous citer un autre exemple. C'est
Lassana Bathily, qui est musulman, employé à l'hypercachère, qui est d'origine malienne et qui vient exactement de la même ethnie que Koulibaly et qui va avoir un chemin complètement différent puisqu'il travaille, il est musulman, il respecte sa religion, il respecte aussi les valeurs républicaines. Actuellement, il travaille dans un EHPAD à Paris. Il est complètement... Et alors, il vient du même village. Il a rencontré énormément de difficultés. Il a décidé de suivre un chemin. Est-ce qu'on doit dire l'État est tout le temps responsable? Non. Non, mais souvent certains mettent en cause l'État qui n'aurait pas fait son boulot à une certaine époque. Et enfin, c'est aujourd'hui, ça tourne en boucle un peu sur les médias. Il y a eu une défaillance à un moment pour qu'on en soit arrivé là. Alors est-ce l'État ou est-ce que c'est autre chose? Mais il y en a qui disent que c'est l'État. Il y a de nombreuses défaillances. Il y a des défaillances au niveau de la surveillance, de la prise en compte du radicalisme, de la radicalisation. Il y a des défaillances à ce niveau-là. Oui, non, mais en fait, ça, c'est le rôle de l'État. Puis il y a l'éducation, puis il y a tout ça. C'est un peu le job de l'État. Lorsqu'on met bout à bout toutes les défaillances, c'est des défaillances... je sais pas, vous les voyez ailleurs, les défaillances. Alors, expliquez-moi. En fait, il faudrait une réflexion de fond sur le terrorisme. Il faudrait qu'il y ait une réflexion de fond. Or, aujourd'hui... Oui, non, mais c'est trop tard aujourd'hui. Je pense pas, parce que aujourd'hui, aucun parti politique, aucun discours politique ne s'empare du problème en essayant de fournir une réflexion de fond. On s'en rend compte. Aujourd'hui, on se préoccupe uniquement de mettre en place d'augmenter parfois des moyens de surveillance, et encore on voit que ça a des limites. Il n'y a pas une réflexion de fond. À une époque, Charles Pasqua disait il faut terroriser les terroristes. En fait, je pense que il a perdu. Il a perdu, parce que je pense que c'est impossible. Et quand on entend les victimes, on voit très bien que dans les yeux des terroristes, ils ne voient pas la peur. Ils voient, au contraire, ils n'ont pas peur de mourir. Vous voyez, donc comment est-ce que vous pouvez terroriser des terroristes, entre guillemets? C'est pas possible. Ok. Que pensez-vous du retentissement médiatique d'un tel procès? Est-ce qu'il est à la hauteur? Je pense que chaque journal essaie de suivre le procès, de donner des éléments. Je sais pas, c'est-à-dire que votre question, je comprends pas vraiment le fond. Est-ce que c'est à la hauteur de quoi? À la hauteur des enjeux est-ce qu'il faudrait avoir des groupes de discussion autour d'un tel procès? Est-ce qu'il faudrait qu'à l'école, on en parle? Je pense que le seul fait que le procès ait lieu, que le procès prenne une telle place, que le procès soit désigné comme étant historique, parce que cet attentat a remué énormément d'émotions au niveau français et international. Je pense que oui, il y a une réflexion qui se fait autour du procès, je l'espère. Et du mutisme des autorités musulmanes? Je pense qu'il faudrait déjà les interroger, et peut-être, et essayer de faire en sorte de provoquer une opinion. Je pense qu'il y en a certains quand même qui ont condamné bien entendu ces actes de façon très claire et sans appel.
moi j'aimerais oui, qu'il y ait une réaction forte de leur part. Et que pensez-vous là d'un jeune qui soit depuis 3 ans en France, qui aujourd'hui a 18 ans, donc il a été accueilli, et aujourd'hui, en termes de remerciements, il réitère un attentat dans la rue de Charlie? Alors, je réfléchis pas comme ça, je me dis pas il a été accueilli en France en termes de remerciements. Je vois pas les choses de cette manière. Vous voyez les choses comment? Je pense que ce sont des gens qui sont radicalisés, qui entendent des discours avec une idéologie que ce sont des gens faibles, lâches, et qui sont entraînés par une idéologie et qui de façon aveugle vont commettre des actes graves. Voilà, je pense pas qu'il faille mêler en guise de remerciement. C'est pas, si vous voulez, je vois pas les choses comme ça. J'aime pas cette question. J'aime pas la formulation. Excusez-moi, hein, j'aime pas la formulation de cette question. En guise de remerciement. Non, la personne, elle est radicalisée. Quand on accueille les gens, voilà, on peut imaginer qu'il peut y avoir un certain... Mais je pense que ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Les personnes, elles sont radicalisées et elles vont se battre. Alors on a aussi entendu un autre moment fort du procès, une victime qui a dit que Koulibaly lui a indiqué, vous représentez tout ce que je déteste, les Français et les Juifs. Voilà, vous êtes Français et Juifs, c'est tout ce que je déteste. Voilà, donc ça c'est problématique. Ça c'est problématique. Si vous me dites une personne qui vient en France et qui va être nourrie de la haine des Français et des Juifs, c'est un problème. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, ce jeune Pakistanais qui est arrivé en France, aujourd'hui, à 18 ans, il fait un attentat dans la rue de Charlie. Je suis d'accord, mais ça pose question. Oui, mais c'est pas un c'est la formulation, c'est pas un remerciement. C'est pas en guise de remerciement, c'est la façon. C'est la façon provocatrice. Oui, vous êtes un provocateur. Non, ça me rend triste. Bien sûr, on voit un certain échec. Bien sûr, on est malheureux. Bien sûr, on aimerait que tout le monde s'entende, qu'il y ait la paix, que la paix soit conservée en temps de paix, que l'État garantisse la sécurité à ses citoyens, bien sûr. On a envie de se promener dans la rue, de pouvoir être juif, musulman, catholique, bouddhiste, et de pouvoir vivre en paix, bien entendu. Et juger des terroristes, est-ce un procès politique? Oui, bien sûr. Il y a un aspect politique. Alors vous me posez cette question peut-être parce qu'il y a eu Anne Hidalgo qui est venue s'exprimer, non? Non, je ne savais pas qu'elle était venue s'exprimer. Eh bien, elle est venue s'exprimer, elle a été, elle a été invitée, entre guillemets, par des associations, il me semble, qui sont parties civiles. Et évidemment, nous n'étions pas très contents parce que nous ne comprenions pas, nous les avocats, de victimes et de la défense également, hein, pourquoi, qu'est-ce que la politique politicienne, hein, avec un petit p, venait faire dans cette enceinte, parce qu'il n'y avait aucun intérêt pour la manifestation de la vérité. Ensuite, elle a été politique, avec un discours, bien sûr, hein, dans lequel... Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de spécial, elle a dit qu'elle était triste pour les victimes. Voilà. Elle n'avait pas besoin de venir pour dire ça. Aucun intérêt pour la manifestation. Elle a dit quoi de politique? Je pense que c'est de politique avec un petit p, on est d'accord. Hein. C'est ça, c'était peut-être pour avoir une exposition médiatique. C'est possible d'ailleurs, quand elle est sortie de l'enceinte, toutes les caméras étaient là pour l'interroger et elle n'a pas dit, écoutez, c'est le moment des victimes, c'est difficile,
je ne suis pas là pour ça. Non, elle a quand même profité de cet éclairage médiatique. Bon, ensuite, chacun... Il y a eu d'autres politiques qui sont venus témoigner au procès? Non. Heureusement. Heureusement, on est quand même là pour les victimes. On ne va pas se battre sur ces terrains-là. Alors c'est politique avec un grand P, mais c'est pas de la petite politique. On n'est pas là pour faire du clientélisme. C'est un procès. Le fait que ce soit filmé, il ne faut pas se tromper. C'est pas un film qui va être fait avec un montage. L'intégralité du procès est filmée et ça va aller dans les archives. Oui, mais... Donc personne, ça ne va pas passer, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ça ne va pas passer à la télévision. C'est vraiment des images pour l'histoire. Très bien, on termine par la question chapeau, si vous voulez bien. Alors je fouille parmi toutes les questions. Voilà. Je prends celle-là. Allez-y. Vous pouvez la... Alors, pourquoi le lenteur et le laxisme de la justice... La lenteur. Pardon, la lenteur et le laxisme de la justice donnent l'impression que la réponse face au terrorisme est très faible. En fait, vous avez l'art de la question. Vous avez l'art de la question-réponse. Il y a la question et la réponse. Vous me dites, on a l'impression que la réponse face au terrorisme est faible à cause de la lenteur et du laxisme de la justice. C'est ça que vous me dites? Non, moi je vous lance ça. Ensuite, vous développez, quoi. Il y a d'autres points positifs dans la justice, points négatifs, je ne sais pas. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. C'est vrai que la justice est lente. C'est vrai. Mais la lenteur est importante parce qu'on regarde les choses avec minutie, notamment en l'espèce, dans ce procès. On ne peut pas traiter ce dossier rapidement, faire une justice expéditive. Il faut que chaque victime puisse s'exprimer, ne serait-ce que entendre ce qu'elle a vécu. Il faut aussi que chaque accusé puisse présenter sa défense, puisse s'expliquer. Il faut qu'il y ait une instruction. Il faut qu'il y ait... et au contraire, là, la justice en l'espèce, elle va faire en sorte, la justice française, qu'il y ait 50 jours d'audience pour que tout le monde puisse être entendu et que la Cour puisse juger en étant parfaitement informée et qu'il y ait une véritable manifestation de la vérité. Donc la lenteur, je ne veux pas faire l'éloge de la lenteur en matière judiciaire, parce que parfois on n'est pas content, bien sûr, mais ça vient du manque de moyens. Une lenteur qui vient du manque de moyens est différente de la lenteur qui est nécessaire pour l'expression et la recherche de la vérité. Et l'expression de toutes les... de chaque moyen de défense. Laxisme. Alors vous me dites la justice est laxiste. Alors ça c'est une opinion, c'est un parti pris. Ça dépend. Parfois la justice n'est pas du tout laxiste. Et puis ce sont les juges d'ailleurs qui tranchent. Alors il y a des juges qui sont plus ou moins durs, on va dire, et ils ont leur... Ce que je veux dire, c'est que l'opinion publique a l'impression que la réponse face au terrorisme est faible de la part de la justice. Mais qu'est-ce qu'attend l'opinion? Qu'est-ce qu'attend le public? La réponse face au terrorisme, le terroriste, il va peut-être... alors, il y a la loi qui prévoit des sanctions en matière de terrorisme, des peines de sûreté, les armes contre le terrorisme, les armes légales contre le terrorisme existent. Elles sont dans le code. Elles peuvent être appliquées. Ensuite, il y a notre législation qui prévoit qu'il y a l'individualisation de la peine en fonction des personnes et qui vont
et dont les juges vont avoir le pouvoir d'adapter la peine qu'ils infligent à la personne qui est condamnée en fonction de ce qu'il est, de son vécu, de son passé, de ce qu'elle est, de son entourage, et de tout ce qu'on va récupérer en termes de personnalité. Bon. Alors ensuite, on pourrait dire, est-ce que les juges, parfois, ne prennent pas la dimension du danger, de la dangerosité de la personne, voilà, c'est ça. Et n'appliquent pas la possibilité qui leur est donnée par le Code de donner des peines très importantes. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est vrai que quand on voit le parcours des frères Kouachi avec des condamnations, ou le parcours des personnes qui sont dans le box, avec de nombreuses condamnations, mais qui ne sont pas forcément pour terrorisme, qui peuvent être pour du droit commun. C'est vrai qu'il y a beaucoup de condamnations et qu'on peut se poser la question. Mais ce sont les juges qui souverainement apprécient cela. Alors, la justice reste humaine. Et je pense que dans la justice humaine, il y a quand même cette idée de trouver quelqu'un qui va, en face de la personne condamnée. On a le vœu qu'elle se réinsère à un moment. Vous voyez, quand on dit payer sa dette, j'ai payé ma dette. Et les personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, ils vont dire j'ai payé ma dette. Oui, mais souvent ils sont surveillés quand même. Très bien. C'est à mon goût. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir.